Voilà, donc attaquons les opérations sur les applications linéaires. C'est-à-dire qu'on avait une application linéaire, c'est déjà un objet qui met en relation deux espaces vectoriels, donc deux ensembles sur lesquels il y a des opérations, mais elles-mêmes vont avoir des opérations entre elles. Il faut faire attention à la confusion. Donc, on va appeler, d'autant plus qu'on va garder toujours les mêmes signes, plus, multiplier, tout ça. Hein. Donc ici, on définit phi plus psi de x, où phi et psi sont deux applications linéaires de E dans F, et bon, ben, normal, c'est phi de x plus psi de x. Remarquez que ce plus, c'est un plus, c'est l'addition de F. Et ici, se multiplie, quand on fait lambda.phi de x et lambda.phi de x, toujours hein, cette commutation des images, d'accord? L'image de la somme, c'est la somme des images, d'accord? Mais cette fois-ci, c'est pas dans le même sens, hein, vous remarquerez. Avant, c'était phi de x plus y égale phi de x plus phi de y. Là, cette fois-ci, on a échangé les rôles, en quelque sorte. Hein. Voilà. Et vous remarquerez que ça, c'est l'addition de f, la multiplication de f, ce qui veut dire qu'on ne s'est pas servi du tout de e, pour l'instant. D'accord ? On s'est servi que des opérations de f. Donc, on veut montrer que L de EF est un espace vectoriel pour ces lois. Alors oui, c'est vrai, mais ça je vous l'ai déjà dit au tout départ, on ne va pas montrer que c'est un espace vectoriel pour ces lois, on va montrer que c'est un sous-espace vectoriel d'un espace de référence. En fait, vous pouvez voir qu'il y a un espace de référence, vous prenez n'importe quel ensemble x ici, d'accord? L'ensemble des fonctions de x dans f va, je vous l'ai dit plusieurs fois, va récupérer la structure de l'espace d'arrivée. C'est pour ça que ici, on avait la structure d'espace arrivé qui était importante. Voilà. Ça, c'est quelque chose d'assez général dans les structures. Et donc, entre autres, f, l'ensemble des fonctions, pas forcément linéaires, hein, l'ensemble des fonctions de E dans f est un espace vectoriel, un K espace vectoriel, si grand F est un espace vectoriel, hein, on a fixé un corps K. Eh bien, maintenant, il suffit de montrer que L de EF, c'est-à-dire quand à ces fonctions on rajoute la contrainte d'être linéaire, alors on va avoir un sous-espace vectoriel. C'est-à-dire que quand on va additionner deux applications linéaires, ça va rester linéaire. D'abord, c'est non vide, parce qu'il va y avoir l'application nulle. Et puis, quand on va faire toute combinaison linéaire d'applications linéaires, reste linéaire. Ça, c'est évident. Et là, cette fois-ci, c'est là que va intervenir l'opération plus et l'opération multipliée externe de E. Voilà. Donc ici, on a un espace vectoriel. C'était nos premières opérations. Mais il y a d'autres opérations. Déjà, il y a une opération, si phi va de l'espace E vers F, psi de F vers G, donc cette fois-ci, attention, il faut suivre, il y a trois espaces. Alors, on a la loi ronde, vous connaissez bien, psi rond phi de x, x il est dans E, d'accord? Et donc, vous voyez bien que c'est bien défini, hein, x phi de x, il va se retrouver dans F, et psi de phi de x va se retrouver dans G. Donc on définit un élément de G, on appelle psi rond phi de x par composition, c'est-à-dire qu'on crée une application de L, donc on va prendre une application linéaire psi ici, une application linéaire phi ici dans F, on fait psi rond phi, et ce qui est intéressant, c'est que, et ça bon, c'est évident, hein, vous pouvez le faire en exercice, ce ne sera pas un exercice passionnant, mais bon, il faut passer par là, ça va rester linéaire ici. Donc d'accord, si phi est linéaire, psi rond phi est linéaire. Voilà. Bon, alors, si on doit faire une petite synthèse, eh ben, on va faire une synthèse quand E égale F égale G, ici. C'est-à-dire qu'on regarde les applications linéaires de E dans lui-même, ce qu'on appelle les endomorphismes de E, et qu'on note
AND de E. Et bien maintenant, il y a 3 lois. Pourquoi? Parce que maintenant, le fait d'avoir pris de E dans E va faire que, ici, on a L de E dans E, croix L de E dans E, donne L de E dans E. C'est ce qui s'appelle une loi interne maintenant. Donc on a une loi interne dans AND E, et donc ça fait beaucoup de lois. Parce qu'on a l'addition qu'on a définie là, la multiplication externe là, et cette loi interne. Et en fait, ça c'est ce qu'on appelle une K-algèbre. On a tout ce qu'il faut, on a toute la panoplie de l'algébriste en quelque sorte, pour s'amuser, pour faire des calculs. Hein, d'abord, on a une addition, on a un espace vectoriel, avec plus et cette multiplication externe sur K. On a un anneau, avec le plus et le rond. Voilà, c'est ça une K-algèbre. On a une unité. Donc c'est un anneau unitaire pour rond, c'est l'identité de E, hein, qui est bien dans AND de E. C'est bien linéaire, hein, l'identité, ça va bien de E dans E, et c'est linéaire, donc voilà. On a l'identité, et puis on a des petites relations, une petite relation de compatibilité entre rond et multipli. En gros, que si on fait lambda phi rond psi, bah c'est lambda phi rond psi, et puis pareil de l'autre côté, bon, des choses, tout ce qu'il faut pour s'amuser, hein, le valhalla de l'algébriste. Sauf qu'attention, la loi rond est hautement non commutative. Ça, faut pas jouer avec ça, on n'a pas la commutation. Entre autres, à phi rond psi puissance n, ne croyez pas que c'est phi puissance n rond psi puissance n. Bon, ça c'est... Voilà, ça, on aura le temps de tomber dans ces panneaux-là. Voilà donc pour les opérations sur les applications linéaires. Et maintenant, on va voir comment construire concrètement. Évidemment, si on dit concrètement, il va nous falloir des bases, des applications linéaires. Voilà, on va tout de suite parler de ce théorème que je vais appeler quand même fondamental, dans le sens qui va servir tout le temps. C'est lui qui va nous mettre en relation les applications linéaires et les matrices. Bon, que j'annonce tout de suite, spoiler. Donc, on part d'un espace vectoriel, grand E. Il est muni d'une base, petit e, E1 jusqu'à En. On arrive dans un espace vectoriel grand F. On se fiche de toute base dans lequel il serait, pour l'instant. Et en fait, voilà comment on va... Là, c'est plus de la caractérisation, c'est pas non plus de la représentation, mais c'est de la détermination. C'est-à-dire qu'une application linéaire phi de E dans F va être entièrement déterminée par la donnée d'une famille F1, Fn de F. Juste, la famille, on ne lui demande pas d'être libre, ni d'être génératrice, vous pouvez ne mettre que des zéros. Hein, dans ce cas-là, si vous mettez que des zéros, ben, ce sera phi égale l'application nulle. Hein. Le tout, c'est qu'il y en ait n. Ah, ça, c'est important qu'il y en ait n, autant qu'il y a d'éléments de la base, bien sûr, sinon ça ne voudrait rien dire. Et la détermination, c'est par phi de EI égale FI. Voilà. En fait, c'est bien de le dire avec les mots, mais je trouve qu'il y a moins de confusion avec les schémas où tout est bien déterminé par des définitions mathématiques. Alors que là, c'est plutôt déterminé par des définitions du dictionnaire. Donc selon le dictionnaire, hein, voilà. Donc ici, qu'est-ce que ça veut dire? On a L de EF, ça a été défini, c'est les applications linéaires de E dans F. Ici, on a F, croix F, c'est le produit cartésien de F. Entre parenthèses, c'est une structure d'espace vectoriel et ça aussi. N fois, d'accord? Et à phi, on va appliquer donc une application linéaire de E dans F, on va lui associer le n-uplet des éléments de F, phi de EI, d'accord? Donc les FI, hein, ici, d'accord? Voilà. Et, en fait, on a construit une application qui est bien définie, elle n'a aucune ambiguïté. En revanche, ça va être une bijection. C'est pour ça que je mets ce signe, ce grand tilde là, ici. Et en fait, FI, à FI, le n-uplet FI d'éléments de F,
quelconque, hein, ce n'est pas des bases, ce n'est pas juste un uniplet, on lui associe justement l'unique phi, qu'on va appeler phi indice f, si ça c'est la famille petit f, d'accord, l'unique phi qui est proposé par le théorème. Donc ça veut dire que ceci, c'est une bijection, cette application-là est bijective, et même c'est on peut le dire, un isomorphisme. Pour des structures, ici on a des opérations, ici bon, il y a une opération d'espace vectoriel. Alors la preuve tout de suite. Vous avez l'unicité, l'existence. D'accord? Quoi? L'unicité de quoi? L'unicité de phi, d'accord? Qu'est-ce qui est fixé? Ça c'est fixé, ça c'est fixé, et maintenant on veut l'unicité. C'est-à-dire que si phi existe, c'est-à-dire si on a une application linéaire, d'accord, alors elle est unique. Pourquoi? Parce que si on en prend deux, donc ça veut dire que phi de i c'est fi, et psi de i c'est fi aussi, quel que soit i de 1 à n. Alors quand vous allez faire phi de x, vous pouvez décomposer x en somme de xi ei, puisque ei est une base, et plus précisément parce que ei est génératrice, d'accord? Et donc, par linéarité, vous avez phi de ei, là j'ai fait un petit raccourci pour ne pas en mettre trop, phi de ei c'est fi, d'accord? Et donc c'est somme de xi, fi, mais fi c'est aussi psi de ei, et ça, par linéarité, c'est psi de x. Donc, quel que soit x dans E, phi de x égale psi de x, on a bien l'unicité, phi égale psi. L'existence maintenant, phi de x est égal à, comment on va définir phi? Parce qu'on l'a défini sur ei, il faut le définir sur tout x. Alors phi de x, par définition, d'accord, je mets 2 points égaux pour exprimer que c'est une définition, c'est une somme de xi fi. Oui, x va se décomposer de manière unique en somme de xi ei, donc les xi sont entièrement déterminés, et maintenant je vais mettre somme de i égale 1 à n de xi fi. Et effectivement, phi va être bien défini, bon, ça c'est clair, d'accord, bien défini parce que les xi sont uniques, et ça va être linéaire. Alors attention, la linéarité ne se prouve pas avec les coordonnées, parce qu'on n'a pas de coordonnées, fi n'est pas une base, faites attention. Par contre, avec la caractérisation de la linéarité, d'accord, le fait que l'image d'une combinaison linéaire est la combinaison linéaire des images, ça va aller tout seul, je vous laisse le faire. Voilà. Ceux qui, les gens un peu perspicaces, vont voir qu'il y a eu quelque chose d'inversé. Souvent, l'unicité est liée à avoir un système libre, et l'existence est liée à avoir un système générateur. L'unicité d'une décomposition, c'est parce que on est dans un système libre, une famille libre. L'existence d'une décomposition, c'est que on a une famille génératrice. Mais là, il y a eu un petit coup tordu de la dualité qui est venu nous inverser les rôles, vous voyez, c'est pervers. Vous remarquerez que l'unicité de phi venait du fait que x pouvait se décomposer, donc venait du fait que les ei forment une famille génératrice, et paf, l'inversion, et l'existence de phi vient du fait que x se décompose de façon unique, et c'est pour ça qu'on peut bien définir ça, d'accord, le côté bien défini, dont on parlera tout le temps en algèbre, et bien ça dépend de l'unicité de la décomposition, et donc du fait que ei est libre. Donc ça, c'est quelque chose, bon, ça vaut le coup de pointer le doigt là-dessus. Alors maintenant, regardez, je veux montrer qu'il y a des problèmes si on n'avait pas eu une famille libre.
et qu'en fait, ce théorème fondamental qui paraît très naturel, dans les autres structures, dans des structures où on n'aurait pas de famille libre, eh ben, comme des structures, bon, alors, que de groupes, de modules, etc., des structures que, voilà, eh ben, on aurait un gros problème à définir des morphismes de structure. On n'a pas l'équivalent de ce théorème fondamental, donc soyez heureux. Le cœur du programme, c'est les espaces vectoriels et où on peut construire à l'envi des applications linéaires juste en se donnant une famille grâce à ce théorème fondamental. Et regardez, si une famille n'est pas libre, donc ici on a une 2E1 plus 3E2 qui est égale à 0, donc on a une vraie combinaison linéaire nulle, une relation, hein, voilà. Et si je prends maintenant une famille, parce qu'ici je pouvais prendre une famille quelconque, mais si je prends une famille telle que 2F1 plus 3F2 n'est pas nulle, alors je ne peux pas trouver un phi tel que phi de E1 égale F1 et phi de E2 égale F2. Ben non, puisque le fait qu'on ait ça et qu'on ait la linéarité de phi, ben, ça implique, comme phi du vecteur nul, c'est le vecteur nul, ben, ça impliquerait que ça, c'est égal à 0. Donc vous voyez bien que on a un problème et que la solution ici provenait avant tout de famille, l'existence de phi provient de famille libre. Ça, je pense que c'est quelque chose à bien avoir en tête. Voilà.